Alors, bonsoir à toutes et à tous. Alors, un grand merci d'être ici présente à l'hôpital de la Tour. Et merci aussi à toutes les personnes qui nous regardent par visioconférence. Donc, je vais peut-être me présenter. Je sais qu'il y a des personnes qui me connaissent, mais voilà, je m'appelle Martine. Je suis infirmière ici au service d'oncologie ambulatoire à l'hôpital de la Tour. Et je suis aussi l'infirmière référente de l'antenne du Centre du Sein. Donc, cette soirée, en fait, elle reflète une collaboration qui existe depuis plusieurs années avec les hôpitaux universitaires de Genève, avec l'hôpital de Nyon, avec le Centre Ottium, la Ligue contre le cancer. Voilà, on a travaillé ensemble pendant tout ce mois d'octobre pour vous présenter plusieurs conférences. Et là, on arrive à cette troisième conférence qui est intitulée « Alimentation et cancer ». Donc, cette conférence est plus une table ronde, c'est-à-dire qu'on va discuter ensemble, vous allez pouvoir poser vos questions, peut-être nous faire part de votre vécu pendant les traitements, mais aussi après, de vos suggestions. N'hésitez pas à échanger, et puis ceux qui sont en visio, n'hésitez pas à poser des questions, et puis nous, on les redira pour tout le monde ici. Donc, la table ronde, en fait, elle va durer à peu près 1 heure de temps. Donc, je vais vous présenter nos invités. Donc, on va commencer par Madame Ossenlop, qui est une patiente qui a été soignée ici à l'hôpital de la Tour. Et puis, il se trouve qu'elle a jeûné pendant tous ses traitements. Donc, elle va nous faire part un peu de son expérience, nous raconter son vécu. Ensuite, nous avons le docteur Troussier, qui est radio-oncologue à l'hôpital à Nice, mais aussi attaché aux HUG. Et puis, c'est vraiment un expert en alimentation et en sport. Donc, il va pouvoir vraiment nous apporter ce soir toutes ses connaissances, tout son savoir. Ensuite, on a Rafi Magdessian, qui est nutritionniste, et puis c'est le responsable du service nutrition ici à l'hôpital de la Tour. Et on a encore la chance d'avoir dans la salle le docteur Champion, radiothérapeute, et puis le docteur Cioto, oncologue ici dans notre service, et qui va pouvoir répondre aussi à vos questions. Donc, n'hésitez pas vraiment à nous faire part de toutes vos questions, toutes vos remarques. Donc, on va débuter. Je vais laisser la parole à Rafi, qui va faire un premier entretien. En préambule, alors, c'est vrai qu'on traite ce soir une question, somme toute, très importante, puisque l'alimentation semblerait être impliquée dans les pays, en tout cas occidentaux, d'environ 30% des cancers. Donc, on a vraiment une part très, très importante, au même titre que l'excès de poids ou l'inactivité physique, donc qui joue un rôle vraiment extrêmement important dans ce domaine-là. L'alimentation a bien entendu une indissociable dimension, on pourrait dire symbolique, et c'est pour ça qu'on pourrait dire dès que la vie est menacée, il est normal finalement que cette dernière soit au cœur de nos préoccupations et qu'elle soulève d'ailleurs de nombreuses questions de la part des patients comme de l'entourage. Alors ces questions portent sur la relation entre finalement le cancer, l'alimentation, son impact sur les traitements, peut-être le choix des aliments, éventuellement à certains stades sur la place d'un support nutritionnel, éventuellement, on entend aussi souvent ces questions d'aliments dits thérapeutiques ou finalement, que faire dans une situation de cancer post-traitement et finalement, est-ce qu'il y a des aliments qui m'aideraient à éviter par exemple les récidives? Alors, bien entendu, il existe des réponses qui sont scientifiquement fondées, mais en même temps, l'évolution rapide des connaissances rend d'ailleurs parfois cet exercice, ces réponses, parfois un petit peu complexes. Et puis, il y a bien entendu dans tout cela énormément de questions qui n'ont pas de réponse consensuelle, et puis pour lesquelles d'ailleurs parfois de fausses croyances peuvent se révéler dans certains cas même carrément dangereuses. Donc là aussi, les équipes de soins sont là parfois pour essayer je dirais, réaiguiller un tout petit peu les différentes options qu'on pourrait soulever. Je dirais que d'une manière générale, et puis quelque part pour conclure cette introduction, à mon sens, il est en tant que soignant absolument primordial d'accompagner de manière, je dirais, bienveillante les patients dans toutes les dimensions possibles,
peu importe d'ailleurs que les questions soulevées reposent sur des principes scientifiques établis ou pas. Il y a bien entendu des grands principes, et là c'est le diététicien qui parle, qui doivent être respectés, typiquement éviter dans certaines situations la dénutrition. Là, c'est bien démontré que dans des phases de traitement actif, ça aura un impact délétère. Mais je crois que dans toutes circonstances, il faut absolument qu'on puisse accompagner nos patients avec une écoute de qualité, je l'ai dit, bienveillante et surtout non jugeante. Et puis, au fond, et particulièrement, je crois, en nutrition, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain. Donc, il faut toujours rester aussi très ouvert. On va soulever probablement ce soir plein de questions qui sont très intéressantes, pour lesquelles on n'aura peut-être pas beaucoup de réponses scientifiques très fondées, mais qui sont également prometteuses, peut-être pour un avenir proche dans le traitement et la prise en charge des patients. On va laisser peut-être la parole à Mme Ossenlock qui va nous raconter son expérience, son vécu. Merci. Oui. Bonsoir. Je vous remercie d'abord de me donner l'opportunité de pouvoir partager mon expérience parce que, en fait, voilà, je m'appelle Patricia, j'ai 45 ans et il y a 2 ans, j'ai été diagnostiquée avec un cancer du sein triple négatif de grade 3 et j'ai pris la décision tout à fait personnelle de jeûner 48 heures avant chaque chimio. Donc, je vais vous expliquer pourquoi, en fait, j'en suis arrivée là, comment ça s'est passé et surtout quels sont les bienfaits que j'en ai tirés. Alors, pour résumer, en fait, c'est pas venu de nulle part. En 2012, j'ai vu une émission sur Arte, un reportage sur le professeur Walter Longo, qui, lui, est un professeur de gérontologie italo-américain et professeur aussi de biologie. Et puis, en fait, il est spécialisé en biologie cellulaire et en génétique. Et ce professeur, en fait, pendant ce reportage, il expliquait que pour lui, le fait de jeûner avant une chimiothérapie, ça pouvait protéger les bonnes cellules. Alors bon, je tiens à préciser que mon témoignage et mes conseils sont nullement basés sur des études scientifiques, hein, c'est simplement mon expérience et ce que j'ai entendu. Et à l'époque, en fait, je me suis intéressée à ça parce que mon papa était atteint d'un cancer de la prostate et je cherchais des solutions pour lui. Mais je ne pensais pas du tout que ça allait me servir à moi. Donc, en fait, pour résumer, professeur Longo, ce qu'il a fait, il a pris 2 groupes de souris. Il a de même état physique, de même corpulence. Le premier groupe, il l'a fait manger normalement. Et le deuxième groupe, il l'a fait jeûner 48 heures. Et il a administré à chacun des groupes une dose de chiméo 3 fois supérieure à ce que devrait avoir un être humain. Et au retour de cette expérience, en fait, le groupe qui n'avait pas jeûné, qui s'était alimenté normalement, en fait, a montré des signes d'apathie, de fatigue intense, et une grande partie des souris sont décédées. Alors que le groupe qui avait jeûné, en fait, il n'y a eu aucun décès et les souris, en fait, elles étaient en pleine forme. Donc, du coup, j'ai rapporté ça à mon père à l'époque, mais ça ne l'a pas emballé du tout. Et quelques années plus tard, quand moi j'ai été diagnostiquée, pour moi, ça a été une évidence que j'allais essayer ça. Donc, je suis tout naturellement allée voir mon oncologue pour lui expliquer que j'allais partir. Je vais le mettre là comme ça je ne touche pas. J'ai expliqué à mon oncologue que j'allais donc partir dans un jeûne de 48 heures par semaine. Ça ne lui a pas plu. Hein. Ça ne lui a pas plu parce qu'en fait, je n'avais pas le droit de maigrir. Donc, comme je ne voulais pas boire les potions affreuses des nutritionnistes de l'hôpital, je me suis dit que j'allais promettre de ne pas maigrir. Et je me suis lancée. Donc, j'ai eu 16 chimiothérapies, 4 C et puis 8 Taxol, dont 4 ou 5 avec injection de carboplatine. Alors, j'avais mes injections et mes prémédications le mardi après-midi et j'arrêtais de manger le dimanche à 14 heures. Donc, moi, j'effectue un jeûne hydrique, c'est-à-dire un jeûne où je peux boire de l'eau, des bouillons que je faisais moi-même, parce que les bouillons qu'on achète dans le commerce, il y a toujours du sucre dedans, donc à éviter. Et voilà. Donc, elle était d'accord, mon oncologue à l'époque, parce que j'ai une bonne condition physique, mais à mon avis, le jeûne, ça doit quand même nécessiter à la base, malgré que j'avais un cancer, une bonne condition physique, parce que c'est quand même assez rude. Et surtout, à mon avis, un excellent mental.
Il faut avoir une sacrée dose de volonté, sachant qu'on ne se prépare pas pour une cure de bien-être, c'est plus pour une chimio, et puis que tout le monde mange sous notre nez. Ça, c'est assez difficile à gérer, mais bon. Donc, le dimanche après-midi, j'arrêtais de manger. Et puis, je m'étais un peu renseignée. J'ai eu effectivement des migraines, une crise d'acidose. J'ai eu même des nausées. J'ai laissé passer, j'ai rien fait, je me suis couchée. Et le lendemain matin, quand je me suis réveillée, tout était parti. Et j'avais une pêche d'enfer. Et toutes les semaines, en fait, je réitérais ça. Alors, normalement, quand on fait un jeûne, il faudrait observer une descente alimentaire de 5 jours où on réduit. Pour résumer, on enlève les protéines, on enlève les féculents, on enlève le café et puis on reste juste avec, je crois, les légumes. Mais moi, je n'avais pas le temps de faire des descentes de 5 jours puisque je recommençais mes chimios de semaine en semaine. Alors, la remontée alimentaire, je ne l'ai pas non plus respectée parce que j'étais accro au paquet de chips en sortant de chimio, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Mais j'en arrive aux effets positifs. Ce qui s'est passé pour moi, c'est que je n'ai pas eu de nausée une seule fois, je n'ai pas eu de vomissement, je n'ai pas eu de diarrhée, je n'ai pas perdu l'appétit. Et surtout, le point le plus important pour moi, c'est que je n'ai pas eu de fatigue. J'ai eu une énergie qui a été décuplée. Vous pouvez demander à mon oncologue, hein, j'arrivais en pleine forme. Les bilans sanguins étaient hyper stables tout le long. Donc ça, c'est aussi, il m'a même dit une fois que c'était parfois surprenant parce que c'était hyper stable. Et puis, voilà. Après, il ne faut pas rêver, j'ai perdu mes cheveux aussi. Hein. Donc, ça ne marche pas sur tout. Mais par contre, pour moi, ça a été super positif au niveau de l'énergie et de la fatigue. J'avais des petits coups de barre comme ça, mais absolument pas des gros coups de fatigue. Voilà. En gros, et puis aussi, ça a modifié un peu mes goûts alimentaires. Quand on sort d'un jeûne, on n'est plus attiré par le sucre, le gras de la même façon qu'avant. On choisit mieux ses aliments. Alors, évidemment, j'ai pris du poids avec la deuxième partie du traitement, avec les Taxol et tout, et la cortisone, voilà. Mais après, j'ai quand même réussi à stabiliser ça et j'ai quand même gardé des super bonnes habitudes alimentaires grâce à ce jeûne. En fait, si c'était à refaire, je le referais. Et je ne dis pas que c'était facile. Et pour terminer, en fait, sur cette petite intervention, je voulais vous dire que j'aborde ce sujet et tout ce qui traite à la nutrition et d'un point de vue général, perte de poids et les traitements chiméo, radiothérapie, mastectomie sur une chaîne YouTube qui s'appelle Eneis, O-E-N-E-I-S. Et je vous donnerai après, si vous voulez, une carte. Ouais, qui sont là-bas, merci. Et là-dessus, en fait, j'aborde tous les sujets de mois en mois avec de l'humour parce que je reconnais que ce n'était pas la période la plus sympathique de ma vie, mais j'ai quand même su garder le moral. Je ne sais pas si c'était dû au jeûne. Et la dernière chose que je voulais préciser, c'est que je ne pourrais pas vous dire si ça a amélioré l'efficacité des traitements, parce que déjà, je n'ai pas les compétences pour et je pense que personne ne peut dire ça. Mais en tout cas, moi, j'ai présenté une chimio-résistance de 40%. Donc, j'ose espérer que ça a quand même eu un effet positif, mais ça, je ne peux absolument pas en parler. Tout ce que je peux dire, c'est ce que ça a eu de positif sur mon énergie et mon regain de forme. Voilà, merci. Merci beaucoup de votre témoignage. Je ne sais pas, peut-être, docteur Troussier, vous pouvez… Oui. Merci pour ce témoignage qui est clairement, c'est un témoignage et c'est vrai qu'on est confronté à pas mal de patients qui lisent sur Internet ce genre d'informations et qui souhaitent le pratiquer. Après, nous, c'est vrai qu'on est plutôt, on est oncologue, radio-oncologue, où on est très basé sur nos études scientifiques et les recommandations nationales, européennes, américaines. Et à l'heure actuelle, il n'y a pas assez de preuves scientifiques pour faire un jeûne avant les chimiothérapies, que ce soit pour diminuer les effets secondaires ou pour augmenter l'efficacité sur les traitements.
parce qu'il y a des études qui sont randomisées où généralement ils prennent des groupes de patients où on compare jeûne intermittent, pas jeûne intermittent avant les chimiothérapies. Et pour l'instant, ces études sont négatives. Disons celles qui ont été publiées. Il y en a encore en cours. On n'a pas encore assez d'études positives pour pouvoir le recommander. Donc, c'est vrai que nous, comme on dit, hein, il y a une bienveillance, il y a une écoute, on respecte, mais en effet, il faut faire attention parce que le revers de cette médaille, c'est s'il y a une perte de poids, il y a une dénutrition, et cette dénutrition, donc le fait qu'on fasse un jeûne, donc on va puiser dans les réserves, donc on va puiser dans les protéines musculaires, dans le glycogène qui se trouve dans le foie, dans le muscle, et cette dénutrition, ça c'est prouvé, cette sarcopénie augmente la mortalité. Donc c'est un peu le revers de la médaille, donc il faut faire très attention justement à ne pas perdre de poids et à avoir une alimentation équilibrée, variée, et éviter ça. Donc c'est vrai que on ne le recommande pas. Voilà. On est à l'heure actuelle, on ne le recommande pas. On entend, on écoute, on le respecte si la personne souhaite quand même le faire. On lui donne une information claire là-dessus. Et après, chaque personne décide et fait son choix. Voilà. Alors, moi, je vais me permettre d'aborder une question parce que c'est une question que beaucoup de patientes nous parlent pendant les traitements. C'est le lien entre la prise de poids et les corticoïdes. Je crois que vous en avez un peu parlé dans une seule note, mais aussi après les traitements, pendant la prise d'hormonothérapie. Je ne sais pas si un de vous peut nous donner des recommandations ou… Ouais. Tu veux commencer? Non, mais c'est vrai que sur la prise de poids et le traitement anti-hormonal, il y a des patientes qui prennent du poids rapidement. Cette prise de poids, donc il faut évidemment questionner et voir l'alimentation ou quel type d'alimentation cette personne a. Clairement, les recommandations, c'est d'avoir une alimentation variée et équilibrée, de mettre de l'activité physique. Et après, il faut clairement inspecter et regarder est-ce que cette personne prend des aliments qui sont transformés, ultra transformés? Est-ce qu'il y a de la charcuterie qui est dedans, trop de viande rouge, trop d'alcool? Disons, il faut vérifier un peu, il faut inspecter, éviter les aliments qui peuvent être nocifs et favoriser les aliments que l'on recommande, qui sont plutôt les légumes, les fruits, les féculents type quinoa, riz complet, semi-complet, tout ce type d'aliments non transformés. Voilà, et avoir une alimentation plutôt avec des protéines type poisson, viande blanche, voilà. Donc, mais en effet, il faut inspecter et voir au cas par cas. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui prennent très vite du poids, mais c'est sûr que si on mange des chips tous les jours avec des boissons sucrées, ça va très vite être stocké si on ne fait pas d'activité non plus. Tout ça, voilà, la prise de poids arrive très rapidement. Donc, on peut lier ça aussi avec une activité physique régulière. Voilà. Ouais, c'est vrai que l'activité physique régulière, ça a montré beaucoup de bénéfices. Ça diminue, certaines études ont montré que ça a diminué le risque de récidive du cancer. Donc, c'est vrai qu'on prône cette activité physique, de marche rapide, une demi-heure par jour, de trouver chacun une activité physique. Et ça, on encourage énormément nos patients. Il y a beaucoup d'associations qui se sont mis à développer ça pour favoriser des groupes de patients. Donc, il y a la Ligue, que ce soit à Genève ou vaudoise, favorise ça, et même en France, pour que les patients retrouvent une activité physique ou continuent leur activité physique malgré les traitements. Je ne sais pas si vous avez des questions dans la salle déjà ou par visio par rapport à cette prise de poids avec soit l'hormonothérapie, soit les corticoïdes, ou nous faire part un peu de votre expérience. Oui, je vous passe le micro.
Oui, bonjour, je m'appelle Mary. Voilà, j'ai eu on m'a diagnostiqué un cancer l'année passée. J'ai subi on m'a enlevé la tumeur, une tubérectomie, je crois. Voilà. Et ensuite, j'ai fait des rayons et je suis sous anti-hormonal, Lucrin et Letrozole. Voilà. Et effectivement, j'ai remarqué que depuis quelques mois, surtout pendant la période de vacances, qui est peut-être une période un peu plus calme, j'ai pris 3 kilos. Voilà. Donc, je voulais savoir si éventuellement vous aviez des conseils à me donner, sachant que le létrozole a des effets sur les articulations. Donc, je suis pourtant très active. J'ai encore un enfant en bas âge à la maison, deux grands-enfants, un travail dans l'horticulture, les fleurs. Donc, j'estime que je bouge quand même pas mal. Et je fais aussi un peu de piscine, de natation. Mais c'est vrai que des fois, je ne trouve pas les 30 minutes par jour dans ma vie de femme, quand on rentre à la maison, quand on fait les courses, pour aller marcher. Voilà. Je voulais savoir si vous aviez des tips à me donner. Pardon, pas de chips. Ouais, alors pas de chips. Non, alors, effectivement, là, on soulève une situation, je dirais, classique, puisqu'on pourrait aussi aborder la question du retour au travail, d'une vie active qui fait partie pleinement de cette normalisation de la vie. Et après, on nous demande d'être des super acteurs dans tout, hein. Super maman, super employé, super tout. Et il faut en plus, par là-dessus, faire, selon les recommandations américaines, 5 fois 30 minutes de marche au moins par semaine, etc. Et on peut faire une liste comme ça. Moi, je dirais que d'une manière générale, pour mes patients, encore une fois, toujours dans l'attitude de bienveillance, je leur dis on fait du mieux qu'on peut, déjà. Et on ne va pas commencer à se culpabiliser parce qu'on n'arrive pas à faire exactement, puis on n'est pas exactement dans les clous. Je crois qu'on fait avec ce qu'on peut. Parfois, c'est… Ouais, puis je crois qu'il faut peut-être après, quand on fait de la consultation individuelle, on essaie de retrouver peut-être, d'abord de rassurer les gens, parce qu'on dit 30 minutes, mais ça peut être 3 fois 10 minutes aussi. On a démontré à travers plein d'études finalement que la proximité, le mouvement de proximité, c'est-à-dire prendre les escaliers plutôt que l'ascenseur, toutes ces petites choses qu'on peut faire ne sont absolument pas vaines et inutiles, bien au contraire, hein, si on reste sur l'histoire du mouvement. Donc là, on est vraiment sur des petites stratégies, effectivement. Parfois, le fractionnement que je viens d'évoquer peut aider. C'est clair que ce qu'on voit aussi, peut-être quelqu'un me dira, ouais, mais est-ce que si je fais tout ça en un bloc le week-end, parce que je fais une longue sortie, est-ce que ça compense finalement ce fractionnement qu'on a, hein, dans les recommandations? Alors, techniquement, non, mais encore une fois, c'est toujours mieux que rien. Et puis, je crois qu'il faut faire la part des choses et de se dire, bah, c'est déjà un bon début. Puis après, peut-être qu'on peut regarder avec des stratégies pour augmenter un tout petit peu l'activité dans le quotidien. Moi, je dis souvent, c'est un style de vie finalement. Voilà. Donc, on essaye de bouger autant qu'on peut. Puis, visiblement, vous êtes assez actif. Donc, je crois que là, on est en plein dans la cible, hein. Après, au niveau alimentaire, je crois que Dr Troussier a déjà pas mal brossé finalement les recommandations. Alors, je dis souvent en nutrition, les conseils diététiques, ça ne fait pas des étincelles parce qu'on a l'impression de tout le temps dire un peu les mêmes choses, d'ailleurs un peu pour tout le monde. C'est vrai que là, il y a des recommandations internationales, alors que ça soit dans la prévention du cancer ou en post-traitement aigu, c'est-à-dire dans la prévention de la récidive, les conseils sont similaires. Et c'est clair que c'est des conseils de bon sens, amener de la couleur, des fibres dans votre alimentation, éviter les aliments ultra transformés. On a vu que pour certains types de tumeurs, sans rentrer trop dans les détails, certains groupes d'aliments sont plus ciblés que d'autres. On a parlé des charcuteries, de certaines viandes rouges, etc. L'alcool, oui, mais selon les recommandations pour la population en bonne santé. Il y a peut-être, en anticipant un tout petit peu, parfois certaines personnes prendraient des compléments nutritionnels en se disant, mais ça, voilà, c'est riche en antioxydants, ça peut être aussi de la prévention. Non, les recommandations aujourd'hui sont assez claires. En dehors d'une carence avérée, on le déconseille assez fortement, particulièrement certains groupes de vitamines antioxydantes.
qui semble, il y a eu quelques études là, du coup, quand même assez retentissantes qui ont montré des effets plutôt délétères. Donc, on revient, encore une fois, quand je dis le discours n'est pas super sexy, mais on revient finalement au conseil, au premier, de dire variez et diversifiez votre alimentation, suivez les saisons, amenez des fibres, fruits, légumes, céréales complètes, etc. Où là, vous aurez d'autant plus cette synergie des nutriments entre eux qu'on n'arrive pas très bien aujourd'hui à déterminer, mais il y a vraiment un effet global comme ça, qu'on ne retrouve absolument pas, un, dans le complément, et puis deux, ça a un effet trop réducteur. On ne peut pas réduire finalement tout le bienfait d'une alimentation à travers une prise de 3 comprimés riches en vitamine bêta-carotène, vitamine C, etc., pour ceux qui ont été étudiés. Donc ça, c'est en tout cas un des premiers conseils en termes d'alimentation qu'on peut donner et puis qui est largement diffusé au niveau international. Ouais. Peut-être on peut voir aussi par visio s'il y a des questions sur le sujet. Alors, il y a 2 thèmes qui apparaissent à l'écran autour de des traitements hormonodépendants. Alors, combien de temps faut-il attendre avant de voir une perte de poids? Et puis, quels sont les aliments à éviter pour un cancer hormonodépendant? Et ensuite, l'autre thème, c'est sur le sucre. Alors, régime keto pour éviter le sucre, point d'interrogation. Ou faut-il vraiment éviter le sucre quand on a un cancer? Sugar. Sweet sugar. Peut-être que je vais me permettre peut-être de répondre déjà pour le sucre, parce que c'est vrai que ça, c'est aussi une question très intéressante qui part sur des bases physiopathologiques plutôt solides. On pourrait se dire, mais effectivement, on est face à des cellules en hypermétabolisme qui captent tout et on pourrait bien imaginer que tout à coup, d'amener certains nutriments, entre autres, par exemple, les hydrates de carbone, pourraient aller quelque part nourrir la tumeur. Alors, on pourrait dire d'ailleurs que c'est en partie vrai, mais que les bénéfices d'avoir une alimentation variée, diversifiée sont incommensurablement plus importants. On a évoqué tout à l'heure, par exemple, les risques de dénutrition qui peuvent apparaître assez rapidement en phase de traitement actif, avec d'autant plus parfois de la difficulté d'abord à s'alimenter. C'est vrai qu'on a abordé tout de suite le sujet de l'hormonothérapie, mais il ne faut pas oublier que pendant une partie du traitement, on se bat pour que les gens couvrent, entre guillemets, leur quota de calories. Et puis à un moment, quand ça va mieux, on leur dit maintenant, il va falloir faire attention là, parce que si en plus on prend du poids, c'est pas bien. Donc il y a un discours comme ça un petit peu dichotomique. Ils se disent, mais vous me disiez là, pas tout à fait la même chose. Le sucre, aujourd'hui, encore une fois, pour être un peu direct sur ce qu'on dirait les preuves scientifiques, il n'y a pas de démonstration qu'il y ait un quelconque intérêt dans ce domaine de les supprimer. Là où, quand on fouille un petit peu les études, on se rend compte que finalement, on imaginerait, et là c'est un petit peu des suppositions des chercheurs, qu'éventuellement la surconsommation, on parle de surconsommation d'hydrates de carbone, favorisant peut-être la prise de poids, on pourrait retrouver certains effets, mais qui sont en lien avec la prise de poids, pas avec les hydrates de carbone. Et donc c'est à ce niveau-là que peut-être qu'il faut faire la distinction à ce niveau en tout cas, pour ce qu'on en sait aujourd'hui. Oui, pour compléter, c'est complètement vrai. Donc, les recommandations, c'est surtout l'histoire du sucre et qui permet, si on supprime le sucre, on va éviter que la tumeur, disons, la tumeur va être affamée et puis elle va, disons, elle va disparaître parce qu'on ne mange plus de sucre. Ça, donc c'est faux. Donc ça, c'est clairement faux. Ce qui est recommandé, c'est de consommer du sucre moins de 25 grammes par jour. Donc, très vite, on va se rendre compte que finalement, dans les aliments, si on boit une boisson sucrée, on est déjà au-dessus. Donc, il faut limiter les aliments qui sont trop sucrés. Ça, c'est évident. Et en effet, de prendre des aliments trop sucrés vont faire que ça va être stocké dans notre corps. Ça va augmenter la prise pondérale. Et cette augmentation de graisse que l'on va avoir va entraîner un état inflammatoire, un état où il y a une augmentation des facteurs de croissance qui peuvent favoriser une prolifération des cellules tumorales. Tout ça, c'est physiopathologique. Mais donc, du coup, clairement, une alimentation variée, équilibrée, avec des fibres et des aliments qui sont pas trop sucrés et de rester à moins de 25 grammes de sucre. Voilà. Et sur le sel aussi, on pourra rajouter aussi que ça peut être… Donc, on reste dans les trucs blancs.
dans l'alimentation. Le sel, c'est moins de 5 grammes, normalement, les recommandations aussi par jour. Et des aliments trop salés, ce n'est pas recommandé. Et trop de sel, ça peut favoriser le cancer d'estomac. C'est un facteur de risque qui est éprouvé. Donc voilà, par rapport à ça. Et par rapport à la question de la perte de poids, enfin, combien de temps? Je ne sais pas si c'est une réponse très individuelle ou si on peut donner une généralité sur cette perte de poids après la prise Comme on d'hormonothérapie. dit, très bonne question, merci de l'avoir posée. Autant dire bien malin, je crois qu'il peut répondre. Je ne sais pas si toi, tu as... Non, il n'y a pas de réponse, Ouais. c'est individuel. Ouais. Mais il y avait une autre question, je crois qu'on a… Le keto diet. S'il y avait s'il y avait des aliments qu'on pouvait éviter et qu'on devait éviter quand on prenait un traitement hormonodépendant. Alors déjà, il y a, je vais rebondir sur un sujet, c'est que déjà, si on favorise trop un aliment, on risque de déséquilibrer l'alimentation et la recommandation, c'est vraiment une alimentation variée et équilibrée. Donc, c'est vrai que, par exemple, de se dire, tiens, à partir de demain, je mange 5 gousses d'ail parce que je sais que c'est un aliment, voilà, thé vert, gousse d'ail, c'est des vertus qui sont données, mais c'est complètement faux et ça déséquilibre. Et en fait, ça va plutôt amener à une dénutrition, à quelque chose qui ne va pas être très bien pour notre corps. Donc, il faut complètement éviter ça. Le régime keto, ça veut dire en gros prendre que des protéines, éviter tous les glucides. Donc, c'est protéines plus légumes verts. Les recommandations, clairement, c'est de ne pas faire un régime keto. On vaut mieux faire de l'activité physique et avoir une alimentation variée et équilibrée. Je reviens toujours sur les mêmes mots, mais c'est ça. Mais non, le keto, là, ce n'est pas le moment quand on est en période de traitement contre le cancer ou même après, de partir sur ce type de régime qui est plutôt des régimes qui sont prônés pour la perte de poids ou pour les sportifs et qui n'est pas clairement prouvé même pour la perte de poids ou pour les sportifs. C'est encore très discuté et pas sûr que ce soit si bon que ça. Si on reprend la notion d'alimentation équilibrée, clairement, pour avoir étudié et potassé un petit peu le sujet, parce que c'est immanquablement là aussi des questions qui reviennent, on tombe du coup effectivement sur une alimentation, si on reprend les recommandations de prévention, sur une alimentation qui est somme toute très carnée. Et donc là, probablement, on se tire un peu une balle dans le pied. Ouais, on n'est pas dans quelque chose, je pense, qui est très recommandable, en tout cas sur des longues périodes. Et puis, paradoxalement, suivant ce type d'alimentation, on pourrait très bien partir d'un statut nutritionnel qui est somme toute assez satisfaisant et se retrouver paradoxalement dans une alimentation où on a développé des carences, parce qu'effectivement, c'est un peu l'effet entonnoir. On finit par couper tout un groupe d'aliments qui, typiquement, si on prend les féculents, on a toute la famille pour le métabolisme intermédiaire, des vitamines B, par exemple, qui vont probablement grandement nous aider dans ces phases de lutte. Et puis là, on les supprime complètement. Alors, c'est vrai que c'est un pari qui est osé. Et à l'heure actuelle, clairement, la littérature n'appuie pas vraiment cette approche. Je ne sais pas, est-ce que vous avez d'autres questions par rapport à… On va dire, en gros, ces régimes… Quel aliment est évité pour… Non, j'aimerais juste qu'on puisse parler, voilà, quel aliment éviter pour les patientes qui font l'hormonothérapie. Ça, c'est une question qui revient. Alors, après, moi, je peux revenir sur ce sujet-là. Ce qui est dit, c'est que, donc, clairement, les aliments transformés, très transformés, ou les plats cuisinés avec trop de sel, trop de sucre, tout ça, vaut mieux éviter clairement. Mais il y a aussi l'histoire produits laitiers et cancer du sein. Donc là, sur les produits laitiers, il y a vraiment beaucoup de débats. Finalement, le taux, il est montré que dans le lait, il peut y avoir un taux minime d'œstrogène ou d'IGF-1 dans le lait, mais c'est des taux infimes par rapport à ce que l'on a déjà dans notre corps. Donc, au final, il n'y a pas de recommandation, par exemple, à dire qu'il faut éviter de boire du lait parce que ça va favoriser la récidive du cancer, premièrement. Par contre, il y a un autre point qu'on peut soulever par rapport aux produits laitiers, c'est par rapport au fromage,
très gras avec des graisses saturées, en fait, c'est sûr qu'un excès de ces fromages, donc qui ne sont pas du tout allégés et qui ont plein de graisses saturées, favorise la prise de poids, favorise donc l'augmentation des cellules adipeuses. Ces cellules adipeuses stockent l'œstrogène et augmentent le taux d'œstrogène et peuvent favoriser les cellules tumorales qui sont hormonodépendantes dans le cancer du sein. Donc, ce qui est dit, ce n'est pas d'interdire les fromages, mais c'est de ne pas en consommer en excès. Voilà, pour ce type d'aliment. Qu'est-ce qu'on est de tout ce qui est tofu, soja et dérivés? Quelqu'un aussi les haricots, des choses pareilles? Parce que des fois, j'ai des patientes qui vont en consultation chez un nutritionniste et viennent avec un liste de choses à pas manger, ils ne mangent presque plus rien. Alors, le soja, j'ai regardé un peu les études dessus. Au final, ce n'est pas du tout prouvé que en fait, il y a dans le soja quelque chose qui ressemblerait à l'œstrogène, mais ce n'est pas du tout de l'œstrogène pur. Donc, ce n'est pas en mangeant du soja, on mange de l'œstrogène, entre guillemets, et que l'on va augmenter comme ça la prolifération des cellules tumorales. Donc, pas de recommandation sur le fait de disons, ne pas manger de soja, c'est complètement, c'est pas une recommandation. On peut en manger. Et en plus de ça, donc c'est faux. Dans le soja, il n'y a pas d'œstrogène, donc c'est une fausse idée. Et donc, on peut en consommer pas en quantité importante. On peut en mettre une ou deux fois dans la semaine, mais ce n'est pas quelque chose non plus à favoriser tous les jours. Mais c'est un aliment qui apporte des protéines. Voilà. Et après, il faut garder cette alimentation variée et équilibrée. Mais en tout cas, non, il ne faut pas dire on arrête de manger du soja quand on a un cancer du sein. Non, effectivement, l'Institut américain pour la recherche sur le cancer s'est clairement positionné là-dessus. Alors, on est dans la nutrition, donc on parle toujours de termes qui sont compliqués parce qu'on dit modéré, une consommation modérée. Ça veut dire quoi une consommation modérée? Très bonne question, là aussi. Donc, on est clairement, en tout cas, pour abonder parfaitement dans ce sens, il n'y a absolument aucune recommandation formelle qui dit que soja et dérivés, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'avec l'augmentation de la consommation d'alternatives protéiques, on a de plus en plus effectivement de produits à base de soja, mais sur des recommandations, encore une fois, pour la population générale, on n'a absolument aucun souci, que ce soit d'ailleurs pour l'enfant, parce que parfois on a aussi la question qui débouche sur l'enfant, mais il n'y a absolument aucune restriction formelle à ce niveau-là. Alors, il y avait une question en visio, après je reviendrai vers toi, Francesco, mais il y a une dame qui demandait pourquoi est-ce que l'hormonothérapie fait prendre du poids. Comment expliquer ce phénomène? Je ne sais pas, ou peut-être Francesco, si tu veux. Tu veux y aller? Je pense que tout dépend effectivement un peu de l'équilibre hormonal. Alors, je ne rentre pas dans la physiopathologie de l'équilibre hormonal, mais on sait déjà qu'une femme qui va à ménopause, sa distribution de gaz corporel change avec le temps, son métabolisme change avec le temps. Et du coup, une fois que nous, on met le doigt dans un équilibre hormonal avec nos traitements anti-hormonaux, les choses ils vont forcément s'accélérer dans ce sens-là. Donc, que ce soit du tamoxifène ou encore plus avec les inhibiteurs de l'aromatase, on va vers vraiment une modification du métabolisme de base, on va vers une modification de la distribution du tissu adipeux et de la rétention hydrique de base aussi. Et du coup, on assiste malheureusement à cette prise de poids chez ces patientes qui devient très difficile à tolérer, pour lesquelles on ne peut pas avoir des prévisions au long cours. On ne sait pas combien de temps ça va durer. Il y a des patientes qui ne prennent pas du poids, il y en a qui le prennent jusqu'à un moment et après ça s'arrête. Il y en a qui ça devient de façon exponentielle. Il y en a qui se prennent un moment avec des coachs alimentaires et tout et qui arrivent finalement à perdre du poids mais avec beaucoup de sacrifices. Donc, c'est vraiment difficile. Il y a pour moi un substrat génétique qui joue quelque chose là derrière, mais il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir à 100%. Donc, il faut continuer avec ce qu'on peut faire, là où on peut faire. Il faut accepter avec un certain patience qui fait partie un peu du jeu. Et après, voilà, il faut mettre de la bonne volonté pour pouvoir réduire ça. Mais finalement, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prédire à 100% et ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer de façon simple. Oui, clairement. Après, j'ai déjà vu
de très belles victoires chez les patientes qui ont pris du poids et finalement, en faisant donc une alimentation variée, équilibrée, raisonnable et en mettant de l'activité physique qui n'était pas dans leur quotidien, ont pu retrouver leur poids qu'elles souhaitaient. Mais clairement, il faut un peu de la volonté. Et finalement, il y a, disons, parce qu'au début, elles sont très défaitistes en disant oui, en effet, c'est génétique ou ma mère est comme ça et elle a pris du poids et moi, je vais être comme ça. Et au final, en introduisant le sport, le coach, des amis, le soutien par rapport à l'activité physique, donc c'est la dépense des calories par rapport à l'apport des calories qu'on peut faire. On peut très bien, disons, on peut très bien changer via l'environnement cette génétique et avoir quelque chose de belles victoires contre le surpoids. Et je rappelle, juste pour faire l'analogie, on voit la même chose chez les hommes. Hein. Les hommes avec cancer de la prostate, ceux qui font de l'hormonothérapie, bah, ils vivent exactement la même chose. Même jeunes, ils prennent du poids et tout ça. Donc, il y a l'équilibre hormonal, en tout cas, il joue un rôle là-dedans. C'est clair qu'en tant que diététicien, quand on est confronté à ces situations, c'est assez redoutable. On arrive effectivement, quand on parle en termes d'hygiène de vie, donc remettre du mouvement régulièrement, parfois aussi des aspects peut-être comportementaux, parce que c'est un tout finalement, ces prises de poids. Il y a certes le traitement, mais effectivement, il y a, je pense, on peut jouer sur un certain nombre de tableaux en fait, pour réussir à obtenir au moins, je dirais, dans un premier temps déjà, même si ça peut sembler une maigre victoire, mais une stabilisation du poids. C'est vrai que souvent, c'est comme ça que je le présente en disant déjà aux patients, surtout quand on est dans une prise un peu exponentielle, on va déjà essayer de stabiliser, trouver le plateau, puis après, petit à petit, on va repartir, ce qui permet aussi d'avoir des approches qui sont douces, raisonnables, et puis quelque part durables aussi, parce que c'est vrai que le côté, entre guillemets, il faut souffrir, il va falloir faire plein de sacrifices. Malheureusement, ce n'est pas des approches dans lesquelles moi je suis très croyant, parce que je crois que tout simplement, on a souvent d'ailleurs aussi affaire à des personnes qui ont besoin d'avant tout de se reconstruire. Donc, il faut là aussi, encore une fois, qu'on y aille tout en douceur et qu'on essaie de les accompagner là-dedans, de les rassurer aussi. Je crois que c'est beaucoup ça, hein, c'est de les rassurer à travers des approches qui sont sensées, à l'écoute. Et puis, on se projette jamais dans des réalités qui ne sont pas tangibles, irréalistes, parce que ça, clairement, je crois que malheureusement, parfois, on peut générer plus de questions que d'amener de réponses. Oui, et en effet, justement, pour rebondir là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que souvent, donc, il y a la fatigue qui est associée au traitement anti-hormonal, à tous ces traitements de chimiothérapie. Et en effet, la fatigue, parce qu'il faut gérer aussi la vie au quotidien, la vie familiale, la vie donc, la vie tout court, en plus des traitements. Et en fait, il y a une fatigue qui se crée, qui est claire et que l'on voit. Et du coup, c'est vrai que c'est compliqué de se dire, en plus de ça, je vais me rajouter une couche sur le sport. Mais en effet, il y a deux types de fatigue. C'est vrai que cette fatigue qui peut être plutôt mentale, hein, se dire, déjà, je suis fatigué, j'ai eu mes traitements, j'ai à gérer mes enfants, j'ai à gérer mon mari, disons, toute ma famille. Et en plus de ça, je vais aller me faire du sport. Mais en fait, on voit qu'il y a ce bénéfice quand c'est d'y aller. Une fois qu'on a fait cette demi-heure de sport, quand la personne revient, finalement, il y a des endorphines qui se créent par le sport. Et au final, la personne, elle se sent avec un peu plus d'énergie. Elle a son corps est content et lui rend ça, un meilleur sommeil, un sommeil réparateur, moins de nervosité. Et donc, du coup, il faut vraiment essayer de se dire qu'il y a deux types de fatigue et ce n'est pas parce qu'on est fatigué par rapport au traitement ou par rapport à tout ce que l'on est obligé d'affronter qu'il ne faut pas se rajouter ce sport parce qu'il va y avoir un bénéfice qui va arriver après. Et c'est vrai qu'avant le sport, on se dit non, mais vraiment, là, je ne me sens pas. Il faut se mettre en tenue, il faut se forcer à avoir les baskets en vision devant soi ou la tenue de sport et aller faire cette activité physique de marche rapide ou de trouver ça. Et après, les bénéfices viendront après. Mais c'est vrai que j'entends aussi certaines patientes qui disent qu'ils ont des douleurs, par exemple, articulaires ou musculaires dues à l'hormonothérapie et que ça complique un petit peu
l'histoire, on va dire. Moi, je ne prends pas d'hormonothérapie parce que le triple négatif, on ne peut pas prendre d'hormonothérapie, mais je rebondis juste sur la question de la fatigue. J'ai fait un jeûne et je n'étais jamais fatiguée. Donc, je pouvais contrôler toutes mes envies de sport. Tout ça, c'était parfaitement géré. Et je ne mange pas autant de chips que ça. J'ai une alimentation équilibrée, je tiens à le préciser. Hein. Aucun doute là-dessus. Hein. Oui. Je vais relire en fait, l'histoire du jeûne. Donc moi, j'ai eu un cancer du sein globulaire. Lobulaire, pardon. Lobulaire, et donc j'ai eu le droit à l'ablation, les ganglions, chimiothérapie, radiothérapie, et je viens de commencer l'hormonothérapie. Alors moi, je n'ai pas fait de jeûne, je n'ai jamais entendu parler. J'ai à la base déjà une alimentation très saine, donc chez nous, on ne mange pas de plats déjà faits ou quoi que ce soit, c'est que du fait maison. J'ai 5 enfants. Pendant mes chimios, je sais pas, j'étais prise d'une espèce de, déjà de volonté d'avancer. J'ai des grands et des petits, hein, le plus grand a 30 ans, la plus petite a 8 ans. Il fallait juste avancer. Et quand je parle d'avancer, c'est pas juste des paroles, c'est que j'ai fait de la marche, mais à raison de 3-4 fois par semaine. Je faisais 7-8 km de marche. Surtout pendant la période Taxol, donc la deuxième période de chimio. La première, c'était un peu plus difficile parce qu'on est quand même un peu plus hors service pendant les 4 premières chimios. Et j'avais mes chimios le jeudi après-midi et le vendredi matin, je partais, mais 7-8 km. Alors, j'ai eu beaucoup de chance dans ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai vécu avec un mari juste formidable. Il a fait tous les kilomètres que j'ai fait, parce qu'il était là tout le temps. Et ça aussi, je pense que c'est hyper important, c'est justement d'avoir un soutien. Je blablatais, blablabla, parce que voilà. Mais c'était thérapeutique, il fallait que j'avance. Donc, c'était physique et moral. Voilà. Mais je n'ai pas fait de jeûne. J'avais aussi la pêche, justement, cette motivation. Mais je pense que c'est vraiment une motivation surtout. Ouais. Et puis, oui, il y a eu du poids par les… J'ai des trous de mémoire, par contre. Et c'était assez l'angoisse pour moi. Je disais, non, c'est pas possible. Et c'est vrai que donc, j'ai fini mes chimios, je les ai terminés il y a 5 mois et demi. Et gentiment, en fait, on voudrait que d'un coup de baguette magique, tout disparaisse. Puis en fait, ben non. Si on a eu 6 mois de corticoïdes, je vais y arriver, il en faut au minimum tout autant pour perdre. Mais c'est vrai que ce n'est pas parti comme ça. C'est qu'il y a vraiment cette marche que je fais encore. Là, j'ai un petit peu réduit la marche. C'est 3 fois par semaine, mais toujours autant, 7-8 km. Et j'ai rajouté du yoga. J'ai rajouté de l'aquagym et en fait tout ça, voilà, et une alimentation juste saine, voilà. Donc pas se priver de quoi que ce soit, mais effectivement il n'y a pas de chips dans mes placards, il n'y a pas de biscuits, il n'y a pas de tout ça. Si je veux des biscuits, c'est du fait maison. Voilà, non, c'est une image, mais en fait je pense qu'on n'a rien sans rien. Voilà. Donc ça c'est ouais. Voilà. Tout à fait, oui. C'était un beau témoignage. Hein. Merci. Merci beaucoup. Ouais. Toujours très touchant d'entendre les histoires de chacun comme ça. Et non, mais bravo, parce que c'est vrai que 3 séances de 8 km, voire même 4 séances de 8 km, il n'y a pas beaucoup de patients ou patientes qui arrivent à en faire autant. Ouais, c'est comme ça. Il fallait avancer. Et je pense que nous, les infirmières, on peut témoigner que vous étiez, il y a d'autres infirmières de l'équipe, que vous étiez vraiment Une locomotive. Une locomotive, exactement. Jeudi, chimio, vendredi matin. On y allait ailleurs. C'est parti pour une semaine. Ouais. Et on peut féliciter aussi votre mari qui est l'aidant, qui a été là. Et il marche encore avec moi. Il marche encore avec moi.
Ça montre finalement, je crois que chacun a des motivations et vous l'avez dit, on a besoin à un moment d'avoir vraiment un objectif, un but. On a besoin aussi de ces aspects qui sont parfois, même l'alimentation dans certains aspects, dimensions, seront quelque part thérapeutiques, quasi spirituelles, philosophiques, appelons ça comme on veut, mais on a besoin de se raccrocher à quelque chose, on a besoin d'être, on dit en termes proactifs, mais on a besoin de s'investir aussi dans tout ce qui se passe. Et je trouve que votre témoignage illustre très, très bien ça. Et c'est d'ailleurs merci de l'avoir partagé avec nous parce que c'est vrai que ça illustre bien ce côté, on a besoin d'avancer. Alors, on disait au propre comme au figuré, l'alimentation sera peut-être un des éléments sous une forme ou sous une autre, mais quelque part, tant que tout le monde avance dans la bonne direction et que c'est positif, donc tout ça, c'est que du bonus. Ouais. En tout cas, bravo. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, allez-y. Merci beaucoup. Donc, moi, je suis nutritionniste en médecine alternative et je suis coach mode de vie. Et je connais très mal le sujet de l'oncologie, sauf pour y avoir passé, puisque j'ai eu aussi un cancer du sein, la maladie de Paget du mamelon, il y a plusieurs années. Et en fait, ma question, effectivement, ce que je recommande, c'est tout à fait dans cette optique d'une alimentation extrêmement variée, le plus possible en couleurs, en nature, en éléments, et idéalement le plus proche possible du régime méditerranéen, en fait, du modèle. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure il y a eu effectivement des études en termes d'aliments qu'on appelle un peu maintenant, c'est un peu un terme marketing, super aliments, que ce soit du thé vert, du curcuma, du chaga, ces champignons adaptogènes, enfin plusieurs choses. Dans quelle mesure, tout en gardant une alimentation la plus variée possible, il y a un intérêt de mettre en addition en fait ce type de super aliments dans son alimentation du quotidien et éventuellement de les varier aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous préconisez? Voilà. Alors oui, on a des recommandations là-dessus. Alors, il faut bien distinguer, c'est vrai que dans quel type de prévention ou dans quel type à quel moment on est. C'est-à-dire que quand on est dans la prévention primaire, c'est-à-dire que le cancer, on n'a pas de cancer ou le cancer n'est pas avéré, on peut avoir, disons, il faut avoir l'alimentation variée, équilibrée, et puis si on peut manger un peu, si dedans il y a de l'ail, bah, tant mieux, ça ne fera pas de mal. En revanche, pendant les traitements et quand une patiente est atteinte d'un cancer, il y a des interactions qui peuvent se faire et ça peut être en fait un effet où ça peut augmenter les effets secondaires liés à la chimiothérapie ou liés à la radiothérapie. Et donc, clairement, on ne recommande pas de prendre ces aliments, disons, que ce soit de prendre ces aliments, en tout cas pas de compléments alimentaires ou de suppléments de ce type. Après, d'en prendre en petite quantité dans une alimentation variée parce qu'on a l'habitude d'en prendre et que ce n'est pas un changement, pourquoi pas. Mais attention aux interactions avec les médicaments. Ça peut faire en fait un effet contraire. Donc, et d'ailleurs, c'est toujours important de bien en parler à l'oncologue, au radio-oncologue, de dire est-ce qu'on prend ou ce que l'on prend, de bien le préciser parce que du coup, souvent, il y a disons, chaque patient va proposer, va dire, moi, on m'a dit de prendre ça et j'ai envie de prendre ça. Et après, nous, on va vérifier à chaque fois. Et le plus souvent, c'est qu'il vaut mieux éviter ce type d'aliments. Hein. Donc voilà, même, ça va même jusqu'à, hélas, par exemple, les tisanes de camomille, le pamplemousse en excès, le millepertuis. Il peut y avoir vraiment des interactions, même des aliments que l'on a au quotidien. Et donc, tout excès dans ce type d'aliment peut avoir un effet en fait contraire. Donc, il faut faire très, très attention. La grande difficulté, c'est des très bonnes questions parce que foncièrement, c'est vrai que quand on est dans le domaine de la nutrition particulièrement préventive, c'est passionnant de se dire que finalement, on a quelque part une pharmacopée à portée de main. Maintenant, la grande difficulté, si on revient sur une base plus scientifique, si vous voulez, de recherche, c'est justement d'être capable de faire le tri.
particulièrement en nutrition, parce qu'il y a tellement d'interactions avec l'environnement, l'alimentation. On parle de la pharmacopée, pareil, il y a plein de domaines, c'est des zones grises complètes, on ne sait pas exactement, on sait les grandes lignes des interactions potentielles. Et l'alimentation joue un rôle probablement prépondérant on l'a dit tout à l'heure, dans le préambule, environ 30% des tumeurs. Mais maintenant, à l'opposé, qu'est-ce qui pourrait réellement me protéger? Est-ce que des hautes doses d'antioxydants de type thé vert ou autre ont un effet? Alors, souvent, les études qu'on retrouve dans la littérature sont ce qu'on dirait de faible puissance statistique. C'est des petites études avec peu de temps, peu de personnes, parce que si on voulait vraiment faire ces études-là, ça coûterait des montants absolument exorbitants. Donc, on essaye parfois d'en tirer des conclusions, mais qui, malheureusement, d'un point de vue purement scientifique, c'est difficile d'en tirer une conclusion solide, quoi. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a rien, là aussi, parce que toujours voir un peu le pendant de l'autre côté, finalement, parce qu'on a deux hypothèses. Et comme je le disais aussi, les vérités d'aujourd'hui ne sont pas celles de demain, mais clairement, à l'heure actuelle, il y a vraiment, en tout cas dans la phase préventive, et non pas l'interaction sur les cytochromes, etc., au niveau hépatique, mais à ce niveau de la prévention aujourd'hui, malheureusement, on n'a pas énormément de conseils très avisés, aiguisés, et on revient toujours un petit peu à ce côté varié, diversifié, couleurs, saisons, etc. Puis on dit, mais vous n'avez rien d'autre dans votre besace à un moment, parce qu'on l'a entendu le message. Mais si on veut être quelque part droit et se dire, qu'est-ce que je peux honnêtement vous dire aujourd'hui, voilà, on en est là. Ce qui est d'ailleurs des fois un premier challenge, ce premier pas-là. Je pense que vous êtes en première ligne aussi pour le confirmer, que des fois, quand on veut faire changer les habitudes alimentaires des gens, c'est des changements d'hygiène de vie sur 3 mois minimum. Complet. Les gens, une fois, Ouais. 3 mois, 6 mois, 1 an. Et c'est vrai que là, la problématique des habitudes et de comment on se sort pour acquérir une nouvelle hygiène de vie, c'est long, il faut être persistant. Ah oui, c'est un travail en toute modestie. Il faut. Je crois qu'il y avait une autre question. Il faut prendre le micro. Ma question était plus précisément par rapport aux champignons médicinaux. Qu'est-ce que vous en pensez comme allié contre le cancer? Justement, ça a été, certains champignons médicinaux peuvent faire des interactions avec les traitements et avoir justement l'effet contraire. Donc, c'est pour ça qu'il faut s'en méfier. Beaucoup. Disons, l'oncologue s'en méfie très fort. Et donc, il faut toujours en parler à son médecin, comme ça, par transparence. De toute façon, on est dans une écoute et dans une bienveillance. Donc, chacun, et on respecte clairement, voilà. Mais c'est important d'en parler, en tout cas. C'est vrai qu'il y en a beaucoup et on ne recommande pas aux personnes d'en prendre, en tout cas. Par contre, ce qui est intéressant, justement, pour rebondir sur les antioxydants, c'est aussi encore ce qu'on appelle les infox, là, les fausses vérités. C'est, par exemple, sur le vin rouge, avec le vin rouge et le resvée, voilà, exactement, qui permettrait donc une amélioration de la santé avec, du coup, peut-être même un allongement de la survie et justement un nettoyage comme ça. Alors ça, c'est complètement faux. Peut-être qu'il y a des antioxydants, mais hélas, c'est complètement annihilé, ou disons, c'est même en côté négatif lié à l'alcool. Et il faut rappeler, là, il y a une étude récente qui a été publiée dans le Lancet, donc en 2020, sur 7 millions de cancers, 740 000 cancers sont liés à l'alcool. Et dans ces 740 000 cancers, on a 100 000 cancers qui sont liés à un risque où l'on boit 1 à 2 verres de vin ou disons d'alcool par jour. Donc, en fait, c'est ceux qui boivent modérément, même modérément, développent des cancers. 100 000 sur les 700 000 qui sont liés à l'alcool. Et que les cancers liés à l'alcool, il y a les cancers qui sont connus, le foie, l'œsophage, les cancers ORL, pharynx, larynx, cavité buccale. Mais attention, le cancer du sein fait partie du risque lié à la consommation d'alcool. Et ce n'est pas la consommation excessive, c'est la consommation d'alcool tout court, vu que quand on parle de 1 ou 2 verres, c'est une consommation d'alcool tout court. Donc, ça, c'était important à le souligner. Et dans les cancers du sein, ce qui a été attribué en 2020 sur les 741 000 patients qu'on a répertoriés de cancers liés à l'alcool, c'était 98 000
cancer du sein qui était lié à l'alcool. Voilà, donc attention au vin rouge. Ouais, justement, qui apporte beaucoup d'antioxydants. Je vais juste mettre une touche pour ça parce qu'effectivement, les dernières recommandations de l'OMS, parmi les facteurs de risque, ils limitent aussi, on disait à l'avant, qu'un verre de vin rouge aurait protégé contre le cancer, tout ça, c'était revu vraiment à la baisse. Il faut limiter, c'est presque abstinence totale. Donc, c'est clair, il faut aussi vivre dans la vie, etc. Disons, ça, c'est les nouvelles recommandations concernant l'alcool. Après, je voulais revenir juste sur l'histoire des super champignons, qui peut-être sont super, je ne sais pas, mais ils peuvent faire quand même pas mal de choses. Juste une histoire de chat, j'ai une histoire d'une patiente qui m'a marqué. Elle a un cancer du sang, hormonosensible, qui prend du tamoxifène, très axé sur médecine alternative, traitement. Et à un moment donné, elle a pris des champignons qui lui étaient conseillés par un thérapeute. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'elle a récidivé de son cancer et on a poussé les investigations plus loin avec des études de pharmacogénétique, génomique et phénotypique. Et finalement, on a trouvé qu'effectivement, c'était vraiment les champignons qui rendaient presque nul l'effet du tamoxifène. Donc, ça veut dire que, voilà, il faut faire attention parce que c'est des aliments, mais c'est comme des médicaments et jouent un rôle dans l'ensemble de notre organisme. Donc, après, c'est clair, si on veut faire des choses comme ça, il faut le faire sérieusement. Ça veut dire, on prend un champignon, on le pose à l'expertise d'un médecin spécialisé en pharmacie ou en toxicologie et on regarde si c'est des interactions ou pas. Et en fonction de ça, après, on peut décider. Mais comme ça, sous l'ongle, c'est difficile de pouvoir donner un médicament comme ça. Et en effet, dans les histoires de chasse comme ça, il y a en effet des patients qui ne souhaitent pas forcément recevoir les traitements médicaux conventionnels, chimiothérapie, traitement anti-hormonal, radiothérapie, immunothérapie, tout ce que l'on a comme arme contre le cancer. Et ces patients partent dans la nature, j'en ai eu, et reviennent. Et pour l'instant, il y en a qui sont partis en Afrique, il y en a qui ont fait des voyages, il y en a qui sont allés dans des centres multiples et variés qui peuvent proposer des médecines alternatives. Et aucun ne sont revenus avec une diminution de leur lésion cancéreuse. Bien au contraire, le cancer, hélas, quand on ne traite pas, eh bien, il y a une augmentation en taille des lésions et puis une prolifération du nombre de lésions. Et donc, on a des pertes de chance pour le patient. Et clairement, si on avait un aliment miracle ou quelque chose qui pourrait nous aider à mettre en place pour nos patients, clairement, on le proposerait. Mais en effet, le ginkgo biloba qui a survécu à la Seconde Guerre mondiale et qu'on vante et vertue et tout ça, au final, non, pour l'instant, on n'a aucun aliment qui nous aide et qu'on pourrait dire c'est une superbe arme contre le cancer. Et toutes les personnes qui ont tenté ça sont revenus avec sont revenus avec des résultats négatifs et c'est jouer avec sa vie que de ne pas, pour l'instant, vraiment se baser sur les études scientifiques concrètes avec des études qui sont randomisées où on regarde les groupes de patients, on regarde les survies et faut rester sur cette médecine et après d'avoir ces médecines alternatives, mais tout en gardant cette médecine conventionnelle de manière très importante. Alors, malheureusement, on a un peu dépassé le temps. Alors, une dernière question. Par rapport à l'alcool, est-ce que c'est vraiment l'abstinence ou on peut quand même prendre 1 ou 2 verres par semaine sans trop culpabiliser ou sans… J'ai le lobby bordelais qui me parle dans l'oreillette. Qui me dit de faire très attention. Alors, les recommandations aujourd'hui dans le domaine de l'oncologie sont formelles. Je dis, si on veut diminuer le risque, la seule chose qui est démontrée de l'intérêt, c'est l'abstinence complète. Maintenant, de vous à moi, ce n'est pas 1 verre ou 2 par semaine qui pose un problème. On est bien d'accord là-dessus. Là, on fait des études populationnelles à hauteur de 700-800 000 personnes. Dans toute chose, il y a un équilibre. Je crois que… Donc, je confirme.
Moi, je prône l'abstinence de l'alcool. Surtout, il ne faut pas culpabiliser. Chacun a le droit et choisit ce qu'il veut. Mais en effet, il n'y a pas que les effets secondaires, disons, les effets liés à la récidive du cancer ou c'est pas que ça, c'est tout comme l'arrêt du tabac. Hein, clairement, on favorise aussi à ce qu'il n'y ait pas du tout de tabac, donc pas de toxique. Mais l'alcool, en fait, il y a cette dépendance parce que l'alcool, en fait, il y a du sucre dans l'alcool. Dans l'alcool, ça favorise aussi la prise de poids quand on en prend, voilà. Et en fait, et ça aussi, ça diminue notre qualité pour le sommeil. Ça n'améliore pas par rapport à l'activité physique. En fait, il y a quand même pas mal d'effets secondaires liés à l'alcool qui fait que finalement, ça, alors oui, on va avoir un effet un peu anxiolytique ou disons ce qu'on appelle une perte un peu d'anxiété, un peu un côté euphorique et un peu se sentir bien, mais c'est très transitoire et finalement, il y a beaucoup d'effets contre et au final, on n'est pas trop gagnant, donc il faut essayer de trouver des alternatives. En plus, disons, en ce moment, je trouve qu'il y a pas mal il y a plein d'alternatives ou de boissons alternatives et moi, je prône de trouver dans les eaux pétillantes, dans des trucs, dans des tisanes, dans voilà, des infusions avec un peu de gingembre, de changer les infusions, de ne pas garder la même, mais de trouver d'autres alternatives que les boissons alcoolisées. Voilà, proposer à la route des vins. Bon, ben alors merci à tout le monde, à tous ceux aussi qui ont participé par visio. Il y a beaucoup de témoignages, on ne peut pas tout redire ici. Il y a aussi beaucoup de questions qu'on pourra répondre ultérieurement. Mais je crois qu'il faudrait une journée pour parler de l'alimentation, tellement il y a de questions. Et voilà, on est là. En tout cas, merci à tout le monde. Merci.